Les ultrasons, inaudibles pour l'homme, ont révolutionné la médecine. Fondée sur leur utilisation, l'échographie permet d'explorer au plus profond le corps humain sans effet secondaire connu. Mais elle est plus qu'un simple outil de diagnostic. Quelles sont les applications des ultrasons, aujourd'hui et demain? Obtenir des images nettes et reconnaître ce dont il s'agit, c'est loin d'être facile. Salut et bienvenue dans Xenius. Et soyez les bienvenus dans mon échographie. Merci infiniment, docteur. Effectivement, ça ne s'improvise pas. Vous avez eu un petit aperçu de ma carotide, mais quand on maîtrise la technique, on parvient même à visualiser le flux sanguin. On peut suivre les mouvements organiques en temps réel. De ce point de vue, l'échographie prénatale est absolument fascinante. Lors de cet examen, les parents voient leur bébé bien avant sa naissance. Pour en savoir plus, on vous emmène dans les coulisses, aux origines de cette technique d'imagerie. Pour chasser et se repérer dans l'obscurité, les chauves-souris émettent des ultrasons. Les ondes sonores se propagent, rebondissent sur les obstacles, puis reviennent à la source sous forme d'écho. C'est ainsi qu'elles obtiennent une image très précise de leur environnement. C'est ce principe qui est utilisé en médecine. Une sonde envoie des ultrasons qui sont réfléchis par les tissus. Cet écho est enregistré par un ordinateur qui traduit le signal en une image de l'organe. La technique a été employée dès 1942 par les cheminots pour les aider à détecter les soudures défectueuses. En cas de défaut, un écho supplémentaire s'affichait sur l'écran. En 1949, George Ludwig est le premier à détecter les calculs biliaires grâce à un appareil similaire. Une prouesse si on compare une échographie moderne, à gauche, avec l'image de l'époque, à droite. La couche d'air présente entre la sonde et la peau perturbe la propagation des ultrasons. C'est pourquoi l'examen était autrefois effectué sous l'eau. Peu à peu, la technique d'exploration s'affine. Grâce à l'interconnexion de plusieurs émetteurs-récepteurs, l'image qui s'affiche à l'écran devient de plus en plus fidèle à l'objet examiné. Douglas Horry utilise les ultrasons en 1952 pour scruter le corps humain en profondeur. Les patients sont immergés jusqu'au cou dans un réacteur de bombardier B-29 recyclé en cuve. Voici l'une des premières échographies cervicales. Dans les années 1970, on introduit le gel à ultrasons. Les appareils permettent d'obtenir des images en coupe très détaillées, tandis qu'un mécanisme complexe détermine la position exacte de la sonde. Dans les cabinets de gynécologie, les futurs parents peuvent voir en direct des images de leur bébé. Der Pfeil im Bilde links zeigt einen Kopf der 21. Woche. Oben die dazugehörende Vorderwandplazenta und der zweite Kopf mit der Hinterwandplazenta. Au fil du temps, l'échographie prénatale offre une vision de plus en plus précise du fœtus et de ses mouvements. Les parents d'aujourd'hui connaissent leur enfant avant même qu'il ne soit né. En début d'émission, Émilie s'est essayée à l'échographie et elle ne s'en est pas mal sortie. Une chose est sûre, ça demande beaucoup de doigté. On va tout de suite voir si tu es plus doué que moi. Nous sommes à l'hôpital universitaire de la Charité, à Berlin, où les étudiants en médecine se familiarisent avec les appareils à ultrasons. Émilie et Adriane vont avoir droit à un petit cours accéléré d'échographie avec le radiologue Thomas Fischer. Ils forment chaque année plus de 500 futurs médecins.
Le principe est le suivant. La sonde émet des ultrasons qui traversent les tissus et les organes, lesquels réfléchissent les ondes pour permettre ensuite de former une image exploitable. C'est bien ça? Exactement. Ça a l'air simple. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué, mais c'est comme tout, ça s'apprend. La fréquence des ultrasons doit être modulée en fonction de la profondeur des organes à visualiser. On dispose donc de plusieurs sondes correspondant chacune à une profondeur déterminée. Pour un examen du cou, il faut aller à environ 5 cm. Pour l'abdomen, jusqu'à 20 cm. Tout à l'heure, j'ai voulu visualiser la carotide d'Adriane. Expliquez-nous un peu comment se déroule cet examen, étape par étape. On commence par choisir la sonde adaptée. Je vois que vous avez déjà pris la sonde vasculaire, c'est très bien. Ensuite, il faut du gel. Pourquoi du gel? À la surface du corps se trouve un film d'air qui fait obstacle à la propagation des ultrasons dans les organes internes. Nous allons donc utiliser ce qu'on appelle un gel de couplage. On positionne la sonde et on regarde si elle est orientée correctement. C'est cette image que vous avez vue? Oui, ça, je l'ai vu. Parfait. Bon à savoir pour se repérer, si j'appuie sur l'extrême gauche de la barrette, l'image apparaîtra en haut à gauche de l'écran. Nous longeons la carotide d'Adriane de bas en haut, en veillant à la positionner le plus au centre possible. La première chose qu'on voit, c'est qu'elle bouge. Elle bat fort. Les pulsations montrent qu'il s'agit d'une artère importante. L'échographie permet de voir et de comprendre des tas de choses, mais elle n'est utilisée que dans des cas bien précis. Pouvez-vous nous dire lesquels et pourquoi? Par exemple, pour effectuer un examen superficiel comme celui du cou, ou pour diagnostiquer une urgence dans la région abdominale. Le patient fait-il un épanchement liquidien? Une rapide échographie peut permettre de le dire. Mais cette méthode a ses limites. Les ultrasons ne peuvent pas traverser les structures osseuses. Ils sont arrêtés par la couche d'air. L'air est l'ennemi du radiologue. C'est une technique très intéressante. Rapide, inoffensive, sans danger. Elle permet de suivre les mouvements organiques, de visualiser le flux sanguin. Quels sont les autres avantages de l'échographie? À mon avis, elle n'a que des avantages. C'est une technique d'une grande finesse. Aujourd'hui, on arrive à visualiser les organes, mais aussi les propriétés des tissus. Pour vous aider à mieux comprendre, je vous ai préparé une petite expérience. Nous allons échographier des œufs. Ça tombe bien, j'ai pas pris de petit-déj. 3 œufs. La coquille a été dissoute avec du vinaigre pour permettre le passage des ultrasons. L'objectif est de découvrir le temps de cuisson de chaque œuf. Là, pour moi, c'est du jaune cru. Celui-là a une sorte de peau. Il est déjà plus cuit, non? On devrait peut-être d'abord les comparer tous les trois. On va commencer par celui-là. Un conseil, servez-vous de la grosse molette pour régler le contraste. Vous y verrez plus clair. Ah oui, génial. Ce n'est pas très homogène. On dirait que la consistance est différente au milieu et à l'extérieur. Très juste. Et si on compare? Là, c'est très très régulier. Oui, c'est régulier. Et les contours sont bien dessinés. Donc je dirais que c'est l'œuf dur. Oui. Et celui du milieu? Voyons voir. Ah oui. Il m'a l'air plutôt cru. Je ne sais pas si on est censé le faire, mais si on appuie dessus, regarde ce qui se passe. Ça bouge. Exactement. Donc ça, c'est l'œuf à la coque. On est d'accord tous les deux. L'œuf mollet et l'œuf dur. Alors, est-ce qu'on a tout bon? Votre démonstration était brillante. C'était une bonne idée d'appuyer sur l'œuf. Grâce aux ultrasons, les médecins sont en mesure de détecter d'infimes modifications des tissus. Prenons le cas d'une pathologie très pernicieuse, la maladie de Parkinson. L'échographie permet d'établir un diagnostic beaucoup plus rapidement, ce qui est crucial pour le succès du traitement. Marcus est atteint de la maladie de Parkinson à seulement 51 ans. Une maladie difficile à diagnostiquer en raison de ses premiers symptômes plutôt anodins. J'avais des douleurs dans le bras droit. Je suis allé consulter l'orthopédiste qui a vu que ma 4e vertèbre cervicale avait une sorte de hernie discale. Il m'a prescrit un traitement.
Plus tard, je me suis aperçu que j'avais aussi des troubles de la motricité fine et des problèmes pour écrire. Son écriture devient minuscule et illisible. Il est obligé de faire de gros efforts de concentration et se crispe d'autant plus. Par ailleurs, sa jambe tremble, un symptôme typique de la maladie de Parkinson. Dans cette maladie, les cellules qui produisent la dopamine dans le tronc cérébral sont détruites. Impossible à déceler avec un scanner. C'est grâce à l'échographie que les signes de la maladie peuvent être mis en évidence. Une exploration au niveau de l'os temporal, particulièrement fin, fait apparaître les altérations les plus profondes du cerveau. Chez Marcus, la zone endommagée est bien visible. Quand un patient vient nous voir parce qu'il a des tremblements ou des raideurs et qu'on détecte un Parkinson, la moitié des cellules nerveuses impliquées sont déjà détériorées et ne fonctionnent plus correctement. En d'autres termes, nous voyons les patients très tard. Souvent trop tard pour empêcher ou ralentir la dégénérescence des cellules. La maladie de Parkinson pourrait être mieux traitée si elle était dépistée avant l'apparition des symptômes. Une étude sur le cerveau de 1800 personnes de plus de 50 ans a été menée dans ce but. Cette étude l'a bien montré. Chez les personnes encore en bonne santé, mais dont le cerveau présentait déjà l'anomalie caractéristique, le risque de développer la maladie était 17 fois plus élevé 3 ans plus tard. Diagnostiquer la maladie avant qu'elle ne se déclare et faire bénéficier les malades d'un traitement précoce plus efficace, c'est désormais possible grâce à une simple échographie. Et cela redonne de l'espoir à de nombreux patients. Il faut avoir vu des milliers d'images pour bien les interpréter. L'expérience est-elle la meilleure des formations? Sans le moindre doute. On ne peut reconnaître que ce qu'on a déjà vu. Nous sommes des détectives des temps modernes. Nous traquons la maladie à l'aide notamment de l'examen échographique. Ce qui nous amène à l'expérience suivante. Vous allez devoir jouer les enquêteurs et tirer les bonnes conclusions. Avec plaisir. Voici votre patient. Il est malade et vous devez découvrir la nature de son problème. On passe la sonde de haut en bas? En général, on demande aux patients de se dévêtir lors de l'examen. Je vous conseille de déshabiller la banane. D'accord. Et comme elle ne peut pas le faire toute seule, on va l'aider. Le patient est déshabillé. On recommence. C'est plus confortable pour le patient d'être allongé. On met ses affaires de côté. Attends, tu as vu? Reviens en arrière. Faire l'échographie d'une banane, c'est très compliqué. Tenez, ça vous aidera. On dirait de la gelée. C'est ce qu'on appelle un tampon de couplage. Il facilite la transmission des ultrasons vu que la chair de la banane est moins régulière que la peau humaine. Et si vous regardez l'écran, vous reconnaissez les contours d'une banane. Sans vouloir vendre la mèche, j'ai vu quelque chose. Là. Oui, il y a quelque chose. Je peux jeter un coup d'œil? Il faut vraiment réussir à bien faire la différence entre un élément organique et une simple distorsion de l'image. C'est juste, c'est ce qu'on appelle des artefacts qui peuvent donner lieu à des erreurs d'interprétation. Si vous regardez de plus près, vous verrez que quelque chose en haut de l'écran renvoie un écho assez important. À l'intérieur de la banane doit se trouver un réflecteur très puissant. Je vous propose d'éteindre l'appareil et d'ouvrir la banane. Ah oui, il y a bien quelque chose. Heureusement qu'on ne l'a pas mangé. La fameuse aiguille dans la botte de foin. Une anomalie aussi infime peut être localisée au millimètre près grâce à l'échographie. L'appareil peut aussi seconder le chirurgien lors d'une opération. Mais le pouvoir des ultrasons ne s'arrête pas là. Focalisés sur une zone ciblée, ils peuvent aussi détruire une tumeur sans incision chirurgicale.
Le docteur Corcousous, spécialiste en médecine nucléaire, cherche de nouveaux traitements non invasifs pour ses patients. Un dispositif français a retenu toute son attention. Il consiste à focaliser un signal ultrasonore extrêmement puissant sur un point minuscule. À l'intérieur de la zone à traiter, des bulles de gaz très fines, d'une température d'environ 85 degrés, se forment et désagrègent les tissus malades. L'appareil peut détruire une tumeur par ablation thermique jusqu'à 20 cm de profondeur et sans abîmer les tissus voisins. C'est la méthode dite des ultrasons focalisés de haute intensité, les HIFU. La sonde émet un faisceau d'ultrasons sur un point précis, comme le ferait une loupe avec les rayons du soleil. En médecine nucléaire, les nodules thyroïdiens sont généralement traités à l'iode radioactif pour être détruits de l'intérieur. Mais ce mode de traitement est parfois contre-indiqué. Le docteur Corcousous a été le premier à introduire les HIFU en Allemagne. Il est convaincu qu'ils sont une réelle alternative à l'iode radioactif, mais aussi aux opérations. En Allemagne, nous pratiquons entre 80 et 120 000 opérations de la thyroïde par an. Comparé à nos voisins européens, par exemple les Pays-Bas, c'est 7 fois plus. D'un point de vue statistique, la moitié de ces opérations est inutile. Avec les HIFU et les autres techniques peu invasives, nous ciblons uniquement les tissus malades. Les tissus sains restent intacts et on élimine tous les inconvénients liés à une intervention chirurgicale. Le docteur Corcousous peut ainsi traiter ses patients en ambulatoire. Comme il n'y a pas de plaie, il n'y a pas besoin de bloc opératoire stérile. Parfois même, pas d'anesthésie locale. L'appareil s'arrête immédiatement dès que le patient bouge. Voici la zone que nous voulons détruire. Ici, vous avez la carotide et là, la trachée. L'appareil identifie ces deux organes et définit automatiquement un périmètre de sécurité. De cette façon, nous sommes certains qu'aucun nerf, aucun vaisseau, aucun tissu sensible ne sera touché. J'envoie le premier tir, ne bougez pas s'il vous plaît. La zone à traiter est délimitée au millimètre près. J'envoie le tir. Voilà, très bien. Les tirs sont dirigés de manière à ne pas trop échauffer les tissus sains environnants. Selon la taille du nodule, le traitement dure entre 15 et 45 minutes. Les cellules détruites seront ensuite décomposées par l'organisme. Le champ d'application des HIFU est encore restreint, mais de nouveaux dispositifs devraient permettre de combattre de plus grosses tumeurs grâce à des ordinateurs plus rapides. Certains de nos patients atteints d'un nodule thyroïdien sont des enfants. Si je peux leur éviter de passer sur la table d'opération en utilisant les HIFU ou un dispositif équivalent, et en étant sûr d'obtenir le même résultat, je ne vais pas m'en priver. Les ultrasons focalisés de haute intensité pourraient, dans les prochaines années, devenir une méthode standard et éviter une opération à de nombreux malades. Quelle invention géniale, ces ultrasons focalisés, n'est-ce pas? Effectivement. Vous pratiquez ce genre d'intervention à la Charité? Oui, tout à fait. Mais pas directement avec les ultrasons focalisés de haute intensité. Nous utilisons d'abord cet appareil qui délivre un courant électrique de haut voltage. Nous détectons la tumeur grâce à l'IRM. Une fois la tumeur localisée, elle est détruite délicatement et de façon ciblée par des ultrasons de haute résolution. En tant que radiologue, vous assistez aux opérations et vous suivez tout ça sur l'écran. Oui, ici il s'agit d'un patient atteint d'un carcinome de la prostate, une des formes les moins agressives du cancer de la prostate. On évite donc les lésions des tissus sains. Exactement. D'ailleurs, ça se voit.
Voici la zone qui a été détruite. Le reste, c'est-à-dire les 3/4 de l'organe, n'est pas endommagé et la fonction est intacte, ce qui est le principal. Après une opération, il en manquerait beaucoup plus. L'organe aurait été détruit en totalité. Merci, c'était passionnant. Traitement innovant, nouvelle méthode de localisation des tumeurs et une bien meilleure résolution d'image. C'est ce que nous réserve l'avenir. Nous vous présentons maintenant un tout nouveau concept d'imagerie médicale, un procédé non invasif qui permet de redécouvrir le corps et ses organes. Combiner lumière laser et imagerie ultrasonore, c'est le principe de la tomographie photoacoustique multispectrale. Le principe repose sur l'émission de courtes impulsions lumineuses par un laser. On peut ainsi observer en temps réel la diffusion d'un médicament dans l'organisme, ce qui, jusqu'à présent, n'était possible que sur des animaux morts. Grâce à cette nouvelle technique, les animaux restent en vie. La souris ne sent rien, elle est endormie. Elle est plongée dans un bain d'eau et placée sous oxygène. Les impulsions laser percutent les traces du médicament présentes dans les tissus. À partir du signal ultrasonore ainsi généré, une image est construite. Les zones colorées, en haut à droite, montrent comment le médicament se diffuse dans l'organisme et où il agit. Un procédé non invasif qui devrait bientôt être appliqué aux humains. Son fonctionnement repose sur l'effet photoacoustique. Des impulsions laser pénètrent les tissus jusqu'à 4 cm de profondeur. L'énergie des ondes lumineuses est absorbée par les molécules colorées, comme l'hémoglobine, le pigment des globules rouges. Elle est ensuite convertie en chaleur et la dilatation thermique génère une onde sonore qui peut être enregistrée. Une trentaine d'instituts dans le monde cherchent des filières pour exploiter cette méthode. Elle permet par exemple de visualiser les vaisseaux sanguins les plus fins, sans aucun produit de contraste. Elle améliore la précision du diagnostic en évaluant le taux d'oxygénation du sang. Le sang artériel est rouge ou bleu selon qu'il est riche ou pauvre en oxygène. La tomographie photoacoustique révèle l'hémoglobine naturellement présente dans tous les vaisseaux sanguins et indique si telle zone du tissu est plus ou moins bien irriguée. Une avancée importante dans le traitement des tumeurs puisqu'elle permet d'établir leur degré de malignité. Le noyau bleu des cellules sous-oxygénées contraste avec la périphérie, rouge et active. Cette technique permet de mesurer la saturation en oxygène dans les tumeurs. En discriminant le sang pauvre en oxygène et le sang riche en oxygène, nous pouvons en déduire le degré d'activité de la tumeur. En cas de chimiothérapie, on peut surveiller qu'elle vise bien la tumeur active et combat efficacement les cellules cancéreuses. On peut ainsi affiner le traitement. Lorsqu'il opère un patient atteint d'un cancer de la peau, le chirurgien pratique en général l'ablation des ganglions lymphatiques qui se trouvent à côté au cas où le cancer aurait métastasé. La tomographie photoacoustique permet de différencier les ganglions lymphatiques sains, comme ici, des ganglions malades. Du jaune apparaît au milieu d'une métastase riche en mélanine. Nos études ont démontré que dans un grand nombre de cas, les ganglions lymphatiques retirés ne sont pas cancéreux. Avec l'hôpital universitaire d'Essen, nous avons prouvé qu'on pouvait détecter les ganglions sains et réduire ainsi nettement le nombre d'opérations inutiles. La tomographie photoacoustique pourrait bientôt recevoir l'agrément en tant que dispositif médical. La tomographie photoacoustique apporte une véritable plus-value et elle devrait être autorisée à la fin de l'année 2015. Chaque patient pourra bientôt en bénéficier.
Ces nouveaux dispositifs à ultrasons sont un espoir immense pour les médecins et les patients. Ils permettent d'améliorer le dépistage des maladies et ils ouvrent la voie à de nouveaux traitements qui pourraient éviter des opérations superflues. Pour ma part, ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'ablation d'une tumeur pratiquée sans incision ni irradiation. Les ultrasons n'ont pas dit leur dernier mot. Ils ont un grand avenir devant eux. Allez, à bientôt. Salut.